Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, encore une fois un petit peu en retard ce soir, et oui il y a des grosses journées des fois ça arrive, mais même en retard on est là pour parler actualité auto avec pas mal de news assez intéressantes aujourd'hui, surtout du mercato entre guillemets, puisqu'aujourd'hui les grosses news concernent des changements de direction, des changements de stratégie et des dossiers liés à l'économie actuelle de l'industrie automobile. On va parler de changements de direction chez Porsche, on va parler aussi de gros changements chez Stellantis, des gros changements qui auront forcément un impact sur le développement de ces marques, et puis on parlera aussi du directeur de Michelin. Il y a eu une audition exceptionnelle au Sénat dans laquelle il a expliqué pourquoi Michelin était contraint de fermer certaines usines. Ça fait écho à un dossier qu'on avait ouvert il y a quelques mois, il me semble en décembre. On avait parlé du fait que Michelin avait décidé de fermer plusieurs usines en France, notamment des usines qui avaient bénéficié de subventions, donc il y a eu un petit rendez-vous parce que l'État souhaiterait savoir où est passée la thune, et de l'autre côté Michelin et sa direction tentent d'expliquer qu'il y a de gros problèmes industriels en France actuellement et que ce sont ces gros problèmes qui font que Michelin est contraint de fermer ses usines. On va parler de tout ça aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous plaira, même si on n'a pas vraiment de news en particulier sur un modèle de voiture ou autre. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez de l'actu du jour. Alors je vous le disais, on va commencer par parler de Porsche parce qu'il y a du changement, voilà, du mercato chez Porsche qui est en train de bouger. Il y a eu une assemblée générale exceptionnelle et à cette assemblée générale exceptionnelle ont été décidées deux choses. La première de virer Lutz Meschke qui est le directeur de chez Porsche et de l'autre côté la décision de virer Von Platten qui était le directeur des ventes. Évidemment dans la plupart des médias vous allez entendre que c'est une séparation à l'amiable, un petit peu comme dans le cas de Carlos Tavares. En réalité c'est un licenciement déguisé poussé par l'assemblée générale et par les actionnaires pour des raisons plus ou moins précises dont on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, Lutz Meschke, je dis que c'est le directeur de Porsche. En réalité, le directeur de Porsche, c'est quand même Olivier Blume, qui est le directeur de tout le groupe Volkswagen. Mais Lutz Meschke, c'est un peu comme si c'était le premier ministre de chez Porsche et que Olivier Blume était le président. Donc celui qui fait vraiment avancer le schmilblick et qui donne vraiment une direction à la marque, c'est vraiment Lutz Meschke et c'est pas Olivier Blume. Alors pourquoi je parle de licenciement et non pas vraiment de départ à l'amiable? C'est que le board explique qu'en réalité, il y avait de plus en plus de tensions entre Von Platten, Meschke et Olivier Blume. En fait, évincer Meschke, c'est carrément une suggestion de Wolfgang Porsche, qui est tout simplement l'un des derniers petits-fils du fondateur de chez Porsche, pour des raisons aussi bien liées à Porsche que à des raisons liées à Meschke lui-même. Wolfgang Porsche estime qu'une partie des raisons pour lesquelles Porsche a perdu la moitié de sa valeur en bourse en 2 ans, avec une action qui est maintenant qu'à 60 €, sont dues aux choix stratégiques réalisés par Meschke, mais c'est aussi dû à des raisons qui sont extérieures à Porsche, notamment parce qu'il y a eu un drama dont on a très peu entendu parler ici, mais dont les Allemands et les Autrichiens ont beaucoup entendu parler, qu'ils ont beaucoup relayé et qui ont un petit peu écorné son image. C'est le fait que Lutz Meschke a été impliqué dans une affaire de fraude financière à l'immobilier. Il s'est fait pincer et la localité, là où ça s'est passé, a porté plainte directement contre lui. Porsche, voulant avoir une image d'excellence, a décidé que c'était une bonne idée de le licencier pour redorer un peu le blason de la direction de la marque. En ce qui concerne Von Platten, le directeur des ventes jusqu'ici, c'est vraiment pour des raisons liées à Porsche. C'est tout simplement qu'en 2024, la marque a vendu 3% de voitures en moins sur le monde, mais surtout moins 28% en Chine, qui était son marché numéro 1. Forcément, des mauvaises ventes quand on est le directeur des ventes, ça la fout mal, et surtout la marge opérationnelle de Porsche est passée de 17% à 14%, et ça forcément les investisseurs n'apprécient pas trop. Donc oui, Porsche est en train de changer de patron et de dirigeant et est en train de se restructurer et de changer petit à petit de stratégie, notamment quand même parce que après la Chine, la prochaine difficulté ça va être les États-Unis. On en parlait il y a pas très longtemps dans une vidéo, mais Porsche va peut-être être obligé de délocaliser certaines usines aux États-Unis. Le souci c'est que produire là-bas et investir dans une grosse usine pour Porsche et dans des nouvelles lignes de production est très coûteux pour Porsche, et que d'un autre côté, si Porsche décide de ne pas le faire, ils vont être soumis aux taxes sur les voitures européennes qui vont faire grimper leur prix et qui vont faire que peut-être Porsche n'en vendra plus autant là-bas non plus. Donc c'est compliqué, je pense que tout simplement Porsche essaye de faire un peu de damage control pour rassurer les investisseurs. Évidemment, je vous tiendrai au courant s'il y a des petites choses qui changent et qui paraissent concernant ces décisions. Alors je voulais aussi vous parler du mercato côté Stellantis, puisqu'il y a aussi des gros changements quand même. Alors il n'y a toujours pas malheureusement de nouveau directeur général, depuis le mois de décembre que Carlos Tavares est parti, il n'y a pas vraiment de nouveau grand leader, à part John Elkann qui a repris ce poste, on va dire en intérim. Ce qu'on apprend quand même, c'est que du côté de chez Peugeot, il va y avoir des changements, puisque le poste qui était occupé jusqu'ici par Linda Jackson va maintenant être récupéré par Alain Favé, qui est un ancien dirigeant de chez Europcar. C'est probablement une bonne chose, parce que la marque Peugeot n'est jamais allée aussi mal que depuis que c'est Linda Jackson qui était à sa direction. Elle a pris tout un tas de décisions qui ont terni l'image de la marque, notamment l'arrêt de la ligne sportive GTI et de la ligne PSE. Également du côté de chez DS, donc toujours le groupe Stellantis, le nouveau patron sera Xavier Peugeot, qui est le seul représentant de la famille
Peugeot, encore actionnaire majeur de chez Stellantis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Stellantis est en train de changer complètement de stratégie. Pendant plusieurs années, quand c'était Carlos Tavares le leader, tout avait été centralisé. C'était vraiment lui qui prenait les décisions pour toutes les marques, pour tous les continents. Et on a bien vu ce que ça a donné, hein. C'est-à-dire qu'en quelques années, on est passé de Stellantis qui avait environ, avant l'époque Covid, 22% de part de marché, à en 2022 19%, à en 2024 16%. Stellantis, en changeant ses têtes pensantes, ses dirigeants, veut essayer de décentraliser ses différentes directions, de sorte à ce que Stellantis USA puisse fonctionner un petit peu indépendamment de Stellantis Europe. On aura Stellantis Europe qui va être dirigé par Jean-Philippe Imparato, et c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, et il y aura Stellantis USA, donc tout ce qui est Dodge, Jeep, Ram et tout ce qui va avec, qui va être géré, et ça c'est aussi le cas depuis quelques semaines, par Filosa. Le but c'est de pouvoir adapter chaque marque à son marché pour pouvoir essayer de remonter la pente, notamment du côté des marques américaines qui ont énormément pénalisé Stellantis ces dernières années. Donc changement de stratégie, changement de dirigeant. Après, la route est très longue quand même, parce qu'on rappelle que Stellantis a perdu en part de marché, mais ils ont aussi perdu la confiance de leurs clients, la confiance de leurs distributeurs. On rappelle qu'en Europe et en France, il y a eu des classements qui disaient que les concessionnaires et les concessions les plus déçues des marques avec lesquelles elles travaillaient étaient en général des concessions Stellantis. Et on rappelle également que Stellantis, notamment en Europe, avait eu de gros problèmes avec certains fournisseurs qui avaient même arrêté de payer dans certains cas. Donc la route va être très longue et très compliquée, mais c'est quand même, on va dire, un premier pas dans la bonne direction. Et puis pour terminer cette vidéo, je voulais également vous reparler un petit peu du cas Michelin. On avait parlé dans une autre vidéo, effectivement Michelin avait annoncé plusieurs fermetures d'usines, notamment celle de Cholet. Et le gouvernement français avait demandé une audition pour essayer de comprendre un peu où était passée la thune. Parce que, effectivement, la France a fait plein de cadeaux fiscaux à Michelin pour les aider à s'en sortir. Là, on parle quand même de plusieurs millions d'euros. Et même avec ces petits coups de pouce financiers, Michelin a annoncé plusieurs centaines de licenciements et au moins 2 fermetures d'usines. Alors, ce qui se passe, c'est très simple, et c'est les propos du directeur de chez Michelin pendant cette fameuse audition au Sénat, c'est que une des usines qui ferme, donc celle de Cholet, est une usine qui coûte extrêmement cher à Michelin. Elle ne tourne qu'à 40% de sa production à cause d'une demande plus faible que les précédentes années. Et ce site, celui de Cholet, est devenu l'un des sites les moins rentables pour Michelin, et c'est même devenu le site le plus cher du monde en ce qui concerne la production de pneus. Le directeur de chez Michelin évoque notamment le coût des travailleurs qui est très élevé en France. On le rappelle, pour 100 € de salaire brut pour une entreprise en France, elle paye 142 € pour qu'au final le salarié ne puisse profiter vraiment que de 77,50 €, alors que chez nos voisins allemands, à quelques kilomètres près, pour 100 € de salaire brut, l'entreprise paye 120 et le salarié profite de 80 €. Donc vous l'avez compris, en France on paye plus cher pour au final avoir moins. Il évoque également les taxes qui sont les plus élevées en Europe, notamment les taxes de production qui représentent 4,5% du PIB en France contre 2,2% pour la moyenne de l'Union européenne. Et bien sûr aussi les coûts de production, notamment la fameuse électricité et le gaz, qui sont quand même des ressources nécessaires et qui représentent des coûts monstrueux pour les usines, pour les industries comme celle-ci, parce que forcément faire des pneus, ça consomme énormément. Le mégawattheure en Europe est de 132 €, alors qu'aux États-Unis il est de 68 €. Ça vous montre un petit peu dans quelle sauce on est quand même en Europe et pourquoi plus personne ne veut produire quelque chose en Europe à part dans les pays de l'Est. Au niveau du gaz, on est à 50 € ici contre 16 € aux États-Unis. Donc le coût du travail est très élevé, le coût de l'énergie est extrêmement élevé en France et en Europe de manière générale, mais quand même spécialement en France. Donc forcément, les gros industriels comme Michelin sont tentés d'aller produire ailleurs, notamment en Asie, où depuis 2019, les prix des énergies sont restés relativement stables, alors que dans l'Union européenne, ils ont explosé en 4 ans de plus 91%. Mais en plus de tout ça, il y a également les normes. Il explique que c'est extrêmement compliqué de travailler en Europe, parce que évidemment, il y a les normes européennes qui sont déjà extrêmement compliquées, mais en plus de ça, d'un pays à l'autre, il y a une surcouche de normes. C'est vrai qu'en France, on est très très fort pour ça, qui font que lorsqu'on est un gros groupe comme Michelin et qu'on travaille sur un secteur considéré comme polluant, entre guillemets, ça devient vraiment extrêmement compliqué de produire quoi que ce soit. Alors, il y a eu comme exemple de citer les fameux traçages anti-déforestation que Michelin a dû obligatoirement mettre en place et qui ont coûté environ 200 millions d'euros au groupe Michelin, alors que la concurrence n'a pas forcément eu à le faire, parce que Michelin est une entreprise française et aussi parce que c'est une entreprise de grande taille. Donc ça occasionne un surcoût et in fine, forcément, ces 200 millions d'euros, Michelin est obligé de les répercuter sur le prix de ses produits et ça représente donc un désavantage concurrentiel. Et justement, dernier point, la concurrence. Il faut savoir qu'en 25 ans, il y a plus de 200 concurrents qui se sont installés sur le secteur des pneumatiques
fabriquent en Chine, qu'ils sont moins chers qu'en Europe, qu'ils sont maintenant tout à fait capables de réaliser des produits ayant une qualité similaire ou approchante, et que à cause de cette concurrence grandissante, des géants du pneu comme Michelin par exemple ont perdu environ 15% de part de marché en quelques années seulement. Forcément, quand on entend ça, on ne peut que comprendre à quel point c'est une galère de travailler actuellement dans le secteur de l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, qui est quand même particulièrement pénalisée en Europe. Évidemment, il y a aussi peut-être des problèmes stratégiques, il y a peut-être aussi bien sûr l'appât du gain. Si jamais il y a de nouveaux rebondissements dans l'affaire Michelin et dans peut-être, sait-on jamais, un sauvetage potentiel des salariés ou de l'usine de Cholet, je vous en reparlerai. Quoi qu'il en soit, on a fait un petit peu le tour pour les news d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant, en commentant bien sûr. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous, ciao.